Salut, je m'appelle Antoine BM et vous me connaissez peut-être pour les nombreuses vidéos et formations que j'ai créées sur le sujet du business en ligne. Ça fait 10 ans que je parle de ça et aujourd'hui, j'ai décidé de changer de thématique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne me reconnais plus dans l'écosystème du YouTube business et ce que j'ai prévu de faire à la place. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de ce sujet aussi longtemps. Depuis mon adolescence, je rêve de liberté. Je rêve de m'échapper de l'environnement cloisonné qui m'est proposé, que ce soit dans les salles de cours, dans les bureaux, dans les transports. J'ai pas envie d'être contraint par mon travail, j'ai pas envie d'être contraint par des horaires, j'ai pas envie d'être contraint par des relations professionnelles qui sont pas choisies mais qui sont subies. Et moi j'ai vécu l'école comme une prison et après 15 ans d'incarcération, c'est normal, de quoi est-ce qu'on a envie? On a envie d'être libre. Mais j'avais bien conscience que il n'y avait pas de liberté sans argent. Si je voulais être libre, il fallait que je puisse être capable de me débrouiller financièrement. Il fallait que je puisse quitter le foyer familial. Il fallait que je puisse subvenir à mes propres besoins sans avoir besoin d'aller demander à un patron de me payer mes vacances. Et donc j'ai fait un peu comme tous les jeunes qui cherchent un moyen de gagner de l'argent à l'époque. C'est le début des business en ligne. On commence à entendre parler de gens qui gagnent leur vie sur Internet. Et moi j'étais à l'aise sur Internet. C'était mon écosystème, c'est mon univers. Et donc je cherche comment gagner de l'argent sur Internet et je tombe sur un e-book à l'époque qui explique exactement ça, comment gagner de l'argent avec son blog. Et moi le mot blog, il crée quelque chose chez moi, il crée une étincelle. J'avais déjà créé des tas de blogs dans des tas de domaines différents. J'aime écrire, j'aime diffuser de l'information. Et je me dis, mais gagner sa vie avec un blog, ce serait vraiment le métier de rêve pour moi. Et donc je crée mon blog, je commence à publier des articles, je commence à développer un petit peu d'audience grâce au SEO ou en partageant un peu, en étant actif sur les forums. Et je commence à gagner un peu d'argent. Alors au début c'est pas grand chose, c'est vraiment, je vends quelques produits par affiliation par-ci par-là, je gagne quelques euros avec la publicité, mais ça commence à me faire entrevoir que c'est possible, que je peux peut-être être libre avec mon activité. Mais tout a changé le jour où j'ai lancé ma première formation en ligne. Je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais tout juste 18 ans, on était en septembre 2012 et je gagne 800 euros avec ma première formation. J'en vends une quinzaine. Et pour moi, c'est miraculeux. En fait, je me dis, ok, il y a des inconnus qui m'ont jamais vu de leur vie, qui sont prêts à me donner de l'argent pour se former avec moi. Et si j'en ai trouvé 15, peut-être je peux en trouver 50, peut-être je peux en trouver 100 et peut-être je peux en fait gagner ma vie avec ça. Déjà 800 euros, c'était fabuleux pour moi, c'était un loyer. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le business en ligne. 3 ans plus tard, je commençais à en vivre. Et ce qui me passionnait en fait dans le business en ligne, c'était pas le business en ligne en soi. Ce qui me passionnait, c'était parce que c'était un véhicule de liberté. Et en tant que véhicule de liberté, pour moi, c'était hyper excitant et j'avais envie de le partager à un maximum de monde. Et donc, j'ai construit ma carrière là-dessus, autour de cette thématique. Comment, à son tour, prendre sa liberté avec son blog, puis avec sa chaîne YouTube, puis avec son compte Insta, avec sa newsletter. Peu importe finalement ce que les gens ont envie de faire, s'ils ont envie de faire des vidéos, s'ils ont envie d'écrire, il est possible aujourd'hui de gagner sa vie, de s'affranchir du salariat, de s'affranchir d'une vie d'enfermement, tout simplement en diffusant des idées sur Internet. Et ça, je trouvais ça magnifique. En parlant de ce sujet-là, j'ai fait plus de 4 millions d'euros de ventes. J'ai voyagé dans plus de 30 pays. J'ai vécu une vie de luxe. J'ai emménagé dans un appartement de 100 mètres carrés avec vue sur Seine. J'ai acheté un manoir en Normandie. Mais je dois t'avouer un truc, c'est que plus les années passaient, moins je me sentais aligné par rapport à cette thématique. En tout cas, moins j'avais ce sentiment d'appartenance à cette thématique. Au début, quand je me suis lancé, les gens qui faisaient ça m'inspiraient. Les gens qui faisaient ça voyageaient, ils parlaient de liberté, ils faisaient des vidéos sur des plages. C'était ça, moi, que je voulais. Faire des vidéos sur des plages. Qui fait des vidéos sur des plages aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les gens qui font du business en ligne? Moi, ce que je vois, c'est 3 types de profils. Le premier type, c'est le start-upper. C'est quelqu'un généralement qui s'en fout de la liberté. D'ailleurs, il est encore plus enfermé dans sa start-up qu'il l'était dans le monde du salariat. Il s'en fout de la liberté. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la croissance à tout prix. Il est obsédé par la croissance. C'est quelqu'un qui va tout mesurer, qui va tout calculer, qui va essayer de créer la plus grosse structure possible, qui va très vite embaucher, parfois prendre des bureaux. Leur vie, généralement, consiste à aligner des Google Meet avec des partenaires ou avec leur équipe. C'est des gens qui travaillent beaucoup aussi, généralement, qui voient pas tant que ça la lumière du jour. Et quand ils sont créateurs de contenu, qui vont faire des vidéos du type la stratégie de Burger King pour dépasser McDo. Bref, qui vont parler de grosses corporations qui, moi, m'intéressent pas. Et donc, ces gens-là, même si j'ai du respect pour eux, et même si certains d'entre eux font du très bon travail, c'est pas des gens qui m'inspirent sur un plan spirituel, sur un plan philosophique. Et donc, on a un deuxième type ensuite que j'appelle les vendeurs de statut. Et eux, pour moi, c'est les pires. C'est à se dégoûter de ce métier. C'est des gens qui sont absolument pas non plus intéressés par la liberté. D'ailleurs, ils sont souvent enfermés dans une prison
de statut, ils ont besoin d'exprimer du statut de richesse constamment, sinon ils sont malheureux. Souvent, c'est des gens qui sont mal dans leur peau et qui ciblent d'autres gens qui sont mal dans leur peau. Ils sont obsédés par l'argent et par le statut social. La plupart du temps, c'est des hommes qui voient le monde comme une compétition entre alphas, où il faut à tout prix dominer pour gagner. En gros, leur credo, c'est « soumets les autres » ou « soumets-toi toi-même ». C'est une catégorie de créateurs de contenu qui marche bien, avec des vidéos du style comment devenir supérieur à 99% de la population, ou alors tu es pauvre si tu fais ces 7 choses. Bref, beaucoup d'entre eux vivent à Dubaï. Pour avoir voyagé un peu à Dubaï, je peux te dire que si tu as envie d'avoir une qualité de vie, si tu aimes te balader, si tu aimes prendre l'air, si tu aimes les beaux endroits, bah Dubaï c'est pas l'endroit où aller. Pour moi il y en a pas. Et donc évidemment ces gens-là, moi ne m'inspirent pas du tout, pas du tout. Je pense que si c'était ces gens-là que j'avais découvert quand je m'étais lancé, et jamais je me serais lancé dans ce domaine-là, ils m'auraient pas aidé, ils m'auraient pas inspiré. Et puis on a le troisième type que j'appelle les comptables. Eux, ils sont passionnés par les chiffres. Leur outil favori, c'est le Google Sheet. C'est pas forcément des gens qui vont parler de business, c'est davantage des gens qui vont parler d'argent, d'investissement, de bourse. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui vont jouer à Madame Irma avec la bourse. Pas forcément parce qu'ils en ont envie, mais parce que c'est ce qui marche sur les plateformes. Donc faire des prédictions, quelles sont les 3 actions qui vont exploser en 2024. Bon, là, on est un petit peu au niveau de l'horoscope. Tous ceux qui connaissent un petit peu en bourse savent qu'on ne peut pas vraiment prédire le cours des actions à l'avance. Sinon, tous les gens qui suivraient ces youtubeurs seraient multimillionnaires. Et donc, c'est pas des gens qui m'inspirent non plus parce qu'il n'y a pas de grande vision. Souvent, au-delà de voilà, la dernière petite technique pour investir un peu mieux, il n'y a pas non plus de poésie. Souvent, c'est quoi leur mode de vie? C'est de vivre dans un condo au mur blanc dans le paradis fiscal le plus pratique du moment. Bref, c'est pareil. J'ai rien contre ces gens-là. Il y en a qui sont très compétents. Mais moi, ça m'inspire pas et c'est pas ce que j'ai envie d'incarner. Ils sont passés où? Ils sont passés où les créateurs que je suivais au début? Les gens qui parlaient de voyage, les gens qui exploraient leur curiosité, les gens qui essayaient de développer une philosophie de vie. Et j'ai réfléchi et je me suis dit finalement ces gens-là, à ma connaissance, ils sont plus dans l'écosystème business en ligne. Ceux qui sont restés souvent ont été forcés de rentrer dans une des 3 catégories qu'on a vues avant parce que c'est ce qui marche le mieux sur les plateformes. Alors, je veux pas m'amuser à jouer à cet énergumène qui a les moyens et qui te dit non mais l'argent fait pas le bonheur, ne courez pas après l'argent, ne faites pas la même erreur que moi. Bon, je pense que le seul moyen de savoir vraiment que l'argent fait pas le bonheur, c'est d'en gagner. C'est de passer par la phase où tu en gagnes beaucoup, où tu modifies profondément ton style de vie et où tu constates par toi-même que tu as toujours des soucis, que tu as même des nouveaux soucis que tu n'avais pas avant et que finalement le plaisir d'avoir une vie un peu plus de luxe, le plaisir de pouvoir incarner un statut, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de vivre ça, d'expérimenter une vie de luxe, quelque chose que j'avais pas du tout prévu. Moi j'étais pas quelqu'un d'ambitieux, vraiment quand je me suis lancé c'était si je fais 1000, 2000 euros par mois, mais je serais le plus heureux des hommes, j'aurais pas besoin d'aller pointer au bureau. Pour moi c'était ça, c'était vraiment ça. Et il s'avère que j'ai fait les 1000, 2000 euros par mois et je me suis aperçu qu'en fait je pouvais faire 4000, je pouvais faire 8000, je pouvais faire 10 000 de chiffre d'affaires et puis ça pouvait continuer à monter et je suis monté jusqu'à des chiffres d'affaires, jusqu'à faire 1 million d'euros en un an, en 2022. Et forcément, ça a changé radicalement ma vie. Mais en fait, le problème de l'argent, j'ai découvert assez vite, c'est que ça augmente nos attentes. Si aujourd'hui, tu rêves de faire 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, le jour où tu vas le faire, tu vas rêver de faire 30 000. Et le jour où tu vas retomber à 10 000, par exemple, tu vas être très déçu. Tu vas dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas avec moi. Alors que 10 000, c'est déjà bien finalement quand on y pense. Et donc, non seulement ça augmente nos attentes, mais en plus, et c'est ça le vrai problème pour moi, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, ça commence à réduire notre liberté. Le problème, c'est pas de gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est que quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as envie de l'utiliser. Et donc, tu crées des nouveaux engagements dans ta vie. Si, par exemple, tu es un roi qui se fait construire un palace, c'est super, maintenant, tu es un roi avec un palace. Mais ce palace, il n'a pas terminé de créer des problèmes. Ce palace, il va falloir le financer. Il va falloir financer les domestiques qui sont à l'intérieur. Il va falloir financer, en fait, si tu veux, ce symbole de statut. Et c'est un peu à plus petite échelle, quand tu commences à t'enrichir et que tu commences à vouloir avoir la vie qui va avec, en fait, tu te crées des nouveaux problèmes, tu te crées surtout des nouveaux aspirateurs à liberté. Quand tu achètes une maison, quand tu prends un crédit, c'est un aspirateur à liberté parce que derrière, tu vas être obligé de le rembourser ce crédit et donc tu vas être enchaîné à tes revenus. Et ce qui est terrible avec l'argent, c'est que très vite, ça fait partie de ton identité. Tu es fier d'être quelqu'un qui a réussi. Tu es fier d'être vu comme un entrepreneur à succès. Surtout si tu es dans cet écosystème-là et si tu parles de ça dans tes contenus. Les gens te voient comme ça et les gens achètent parce que ça a marché pour toi et qu'ils veulent tes résultats. Et beaucoup de youtubeurs qu'on appelait les vendeurs de statut sont des gens qui sont complètement enfermés dans cette rat race. Et je peux te dire que c'est une rat race qui, je pense pour certains, est bien pire que la rat race du salariat métro boulot dodo. Ils sont obligés de maintenir un train de vie qui est extravagant ou en tout cas une illusion de train de vie qui est extravagante
parce qu'ils ont l'impression que c'est pour ça que les gens les aiment, que c'est pour ça que les gens les suivent, que c'est pour ça que les gens achètent leurs produits. Ils sont coincés dans un horrible cercle vicieux. Et donc moi, ce que j'ai réalisé, c'est que l'esprit de conquête que tu as au début, qui te pousse à prendre des risques, qui te pousse à faire des choses qui sont audacieuses, en fait, quand tu commences à être riche et quand tu essayes de maintenir ces revenus, il laisse place à un esprit conservateur, à un esprit étriqué, à une aversion à la perte. Et moi, ça, c'est tout ce que je déteste. C'est pas ma personnalité. Moi, je suis un explorateur. Moi, j'aime l'aventure, j'aime la nouveauté, j'aime le risque. C'est ça mes drivers. En tout cas, professionnellement, c'est ça mes drivers. Et en fait, ça, j'en ai eu de moins en moins dans ma vie jusqu'à atteindre les 29 ans l'année dernière. Et j'ai réalisé, quand j'ai passé les 29 ans, que j'étais peut-être en train de passer à côté de ma vingtaine et que peut-être que j'avais pas vécu tout ce que j'avais envie de vivre parce que j'étais entré dans un esprit conservateur. Ça a été une crise qui m'a secoué, ça a été une année qui a été très difficile d'abord et qui m'a poussé à faire des nouvelles choses, des choses que j'aurais cru ne jamais faire. Et ces nouvelles choses m'ont amené à mes 30 ans, j'ai eu 30 ans là il y a quelques jours, et j'ai pris une décision, c'est de consacrer ma trentaine à l'exploration de la liberté. Ce qui m'intéresse, c'est plus seulement de dire aux gens, regardez, j'ai réussi à gagner de l'argent sur Internet, je suis maintenant une personne qui fait partie de la classe bourgeoise avec tout ce qui va avec, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vivre une vie qui est excitante, une vie que je ne regretterai pas quand je serai âgé. Et cette vie, elle n'est pas résumée à gagner de l'argent. Évidemment que gagner de l'argent, ça en fait partie parce que ça ouvre plein de possibilités. Ça ouvre la possibilité de voyager, de faire des grands projets, ça attire des tas de choses à toi, mais ça fait pas tout. Le business en ligne, c'est la première étape, c'est ce qui te permet d'échapper au salariat, c'est ce qui te permet d'organiser tes journées, ton temps comme tu le veux, d'avoir ta liberté géographique, mais c'est qu'une première étape. La liberté, pour moi, c'est une compétence. Que ce soit la compétence de monter un business, pas n'importe quel business, un business léger, que tu peux emmener finalement dans ton sac à dos, que tu peux emmener avec toi. Mais finalement, cette compétence-là, elle concerne assez peu de gens en fait. Si je fais une vidéo aujourd'hui sur comment trouver plus de clients ou comment augmenter son taux de conversion, je sais très bien ce qui va se passer. C'est une vidéo qui va pas performer. Et pourquoi elle performe pas? C'est assez logique parce qu'en fait, ça concerne peut-être 1 ou 2% de la population. La majorité des gens ne sont simplement pas concernés par ces problématiques-là. Mais il y a d'autres sujets de la liberté qui, eux, concernent beaucoup plus de gens. Par exemple, les relations. Beaucoup de gens sont enfermés dans leur système relationnel, dans leur système social. Ils n'arrivent pas à avoir la vie sociale qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à avoir la vie amoureuse qu'ils veulent, ou alors ils sont coincés dans des schémas qui vont répéter sans arrêt et qui vont les faire se sentir misérables, tout simplement. Ça concerne tout le monde. Ça concerne en tout cas peut-être 80 ou 90% des gens. Et donc, si je vais faire une vidéo sur les relations, je vais pouvoir toucher beaucoup plus de monde que si je fais une vidéo sur le business en ligne. Ensuite, on a l'argent, la gestion rationnelle de l'argent. Le bouquin qui m'a vraiment marqué, qui est la psychologie de l'argent, qui m'a fait réaliser qu'en fait, savoir gérer son argent, c'était pas une question de compétences financières ou de compétences en placement. C'est avant tout une question de psychologie. Connaître sa psychologie par rapport à l'argent, connaître ses vrais besoins, ses vrais désirs, être capable de gérer l'argent en concordance avec ça. Ça c'est pareil, ça concerne tout le monde. Tout le monde, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu dois gérer de l'argent. Donc ça, c'est aussi des vidéos qui peuvent toucher beaucoup plus de monde. Le temps, la gestion du temps, le fait de se libérer du temps, d'être capable d'occuper aussi son temps libre. Tout ça, c'est aussi des choses qui concernent tout le monde et dont je peux parler parce que c'est directement lié à la liberté. Et donc là, depuis quelques semaines, je tente un nouveau format qui est les résumés de livres. Quand je suis incompétent dans un domaine et que j'ai envie de comprendre mieux ce domaine, de devenir bon dedans, qu'est-ce que je fais? Je lis des livres, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est comme ça que je me forme. Et je me suis dit, si ces livres-là, j'en faisais profiter mon audience en faisant des longs résumés sur YouTube. J'ai commencé par le résumé de la psychologie de l'argent, qui a fait plus de 130 000 vues à l'heure où je te parle. Puis ensuite, j'ai fait l'art de la séduction, qui a fait plus de 100 000 vues lui aussi. Puis j'ai fait des bouquins sur le développement personnel, sur le couple, qui eux aussi marchent très bien. Et donc, je me suis dit, en voyant ces résultats, mais c'est peut-être ça en fait ma voie. C'est peut-être de pas m'enfermer dans la thématique business en ligne, qui de toute façon n'intéresse pas tant de gens que ça, mais de parler de tous les sujets qui m'intéressent moi. En plus, je vais être beaucoup plus enthousiaste dessus. Et peut-être même de faire des formations là-dessus. Pas des formations avec un positionnement d'expert, mais plutôt des formations avec un positionnement de grand frère, de personne qui l'a fait avant toi et qui enseigne ce qu'il a appris. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que ça peut aussi marcher avec des formations? Est-ce qu'on peut gérer un business qui vend de tout? Et le meilleur moyen de le savoir, c'était de demander à un créateur qui fait ça depuis 8 ans. En France, il y en a un que je connais bien parce qu'on s'était déjà rencontré, qui s'appelle Emilio Abril, qui récemment a pris vraiment un tournant sur sa chaîne YouTube où il a décidé de parler de tous les sujets qui l'intéressaient sans discrimination. Il a 730 000 abonnés et je lui ai demandé quelle était sa stratégie. Salut Emilio. Salut Antoine. Écoute, déjà je suis ravi de te recevoir ici parce que ça fait des années qu'on se connaît, on s'était déjà rencontrés peut-être en 2017, un truc comme ça, en Thaïlande et à Paris. Et donc toi, tu vis en Thaïlande, tu es créateur de contenu, alors tu te présentes toi-même comme un dinosaure d'Internet. Tu t'es lancé. Toi aussi, on est tous les deux des dinosaures. Ce qui m'a toujours intéressé avec ton contenu, c'est que
tu t'es toujours senti libre justement de ne pas t'enfermer dans une thématique et libre d'explorer. Donc d'abord, ce que tu faisais, c'est que tu avais créé plusieurs chaînes dans différentes thématiques. Et aujourd'hui, tu as tout rassemblé sur une chaîne. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas voulu t'enfermer dans une niche, contrairement à ce que recommandent tous les gens qui donnent des conseils en création de contenu, quoi. Bon alors, déjà, ça fait 8 ans là aujourd'hui que je suis sur Internet. Donc ça fait longtemps, je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Pour contextualiser un peu, quand je me suis lancé, je savais pas trop de quoi je voulais parler. Je savais juste que je voulais gagner ma liberté avec Internet, que je voulais lancer mon business. J'ai commencé en parlant de arrêter de fumer, en faisant de la pure documentation. Parce que j'étais accro à la cigarette à l'époque, j'étais un étudiant un peu fêtard. Et je voulais arrêter, et donc j'ai arrêté de fumer en faisant des vidéos tous les jours pour parler de comment je deal avec ça au quotidien, les petits conseils qui m'aident, sans me prétendre donner des leçons aux gens, juste je partageais mon expérience, je faisais vraiment de la documentation. Sauf qu'au bout de quelques semaines, ce qui s'est passé, bon, c'est pas que j'ai rechuté, c'est que j'avais un peu envie d'oublier la cigarette, tu sais, j'avais plus envie de faire des vidéos tous les jours là-dessus, parce qu'à l'époque, ouais, c'est vrai que il y avait ce truc-là de vidéos quotidiennes, d'ailleurs, toi t'en faisais, tu faisais des vidéos tous les jours, je crois qu'il y avait aussi Olivier Roland, il faisait des vidéos tous les jours, et c'est marrant, c'était un peu la stratégie à la mode à l'époque, et aujourd'hui plus personne parle de ça, mais bref, c'est un autre sujet. Le fait, quoi. Plus personne ne le fait, mais du coup je me suis lancé comme ça, parce que je me suis dit, bon, je vais faire un peu la stratégie que les autres font, et donc, une vidéo par jour. Au bout de 2 semaines, j'en ai eu marre de parler d'arrêter de fumer. Donc je me suis dit, ok, de quoi je peux parler? Je vais continuer de faire une vidéo par jour. Je lisais des livres sur le bien-être et la spiritualité à l'époque. Donc je me suis dit, ok, je vais parler de trucs que je lis dans des livres. Des fois, je peux faire des petits résumés de livres, ou je peux reprendre des idées que je trouve intéressantes, les compléter avec des petites anecdotes personnelles, ce genre de choses. Aussi faire des défis. J'ai toujours bien aimé faire des petits défis. Par exemple, moi j'avais testé des trucs à l'époque. J'avais testé un truc bizarre, c'est le sommeil polyphasique en 2016. Ça avait pas du tout marché. Après, j'ai testé les trucs, notamment la douche glacée. J'ai une vidéo qui a cartonné là-dessus. Enfin, j'ai fait pas mal de tests aussi, d'expériences dans ma vie qui m'ont permis de faire du contenu. Mais c'est vrai que j'ai exploré plein de sujets. À un moment, j'ai lancé une deuxième chaîne qui parlait de santé et de nutrition. Et au bout d'un moment, voilà, ça m'a un peu gonflé. J'avais l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Et je suis revenu à ma première chaîne YouTube, donc qui s'appelle Emilio. Le domaine principal dont je parlais, c'était surtout le développement personnel. Et dans cette grosse thématique développement personnel, je parlais souvent de confiance en soi, de comment avoir des bonnes habitudes, de dynamique sociale aussi un petit peu. Donc voilà, il y avait disons des sous-domaines au développement personnel. Pendant longtemps, tu sais, j'avais aussi l'impression de m'ennuyer à faire du développement personnel parce que ça faisait des années que je parlais de ça. J'avais déjà fait des centaines de vidéos là-dessus. Et il y avait une frustration que j'avais, c'était que j'avais envie de parler d'autres sujets. En fait, si tu veux, sur une base quotidienne, je me formais à des choses qui n'étaient pas ce dont je parlais sur YouTube. Et je me forçais à parler de choses parce que j'avais l'impression que c'est ce que les gens attendaient de moi. Et pendant longtemps, si tu veux, je suis resté avec ce truc-là où je me collais moi-même l'étiquette de créateur développement personnel parce que j'avais l'impression que c'est ce que les gens voulaient. Et à un moment donné, j'ai un pote qui m'a dit, et ça m'a un peu retourné le cerveau, il m'a dit, mais tu sais, ta chaîne, c'est pas Emilio Dev Perso ou Emilio Mindset ou je sais pas quoi, c'est Emilio Abril, c'est ton nom quoi. Donc au pire, tu peux tester, parler un peu ce que tu veux. Je me suis dit, putain, c'est vrai, c'est pas con. J'ai commencé à m'intéresser un peu à l'investissement, à la bourse. Et même si, enfin, tu vois, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur parce que c'était nouveau pour moi, j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans, peut-être 6 mois, 1 an. Mais je me suis dit, allez, on va commencer à parler un peu de ça. On va axer le contenu vraiment débutant et je vais pas me positionner comme un expert surtout. Ça, c'était très important parce que si j'ai prétendu être ce que je n'étais pas, j'aurais eu un sentiment horrible. Donc, je me suis vraiment positionné comme un débutant qui partage avec enthousiasme ses découvertes. C'est intéressant parce que beaucoup de gens se sentent paralysés à cette première étape, tu sais, de la création de leur business, de création de contenu ou de formation, de se dire je suis pas expert dans un domaine, ou c'est de se dire j'ai pas de passion, tu vois. Du coup, de quoi je parle? Et parfois pendant des années, ils se lancent pas à cause de ça. Toi, tu montres aussi qu'on peut se lancer dans une thématique où on n'est pas expert et quand même faire des vues et même générer des revenus en prenant un positionnement qui est différent, qui est pas celui du prof qui enseigne, mais qui est plus celui peut-être du camarade qui apprend en même temps que toi et qui prend un peu d'avance, c'est ça? J'aime beaucoup cette métaphore. Effectivement, souvent, le prof, si on reste dans cette métaphore-là, il va avoir le syndrome de l'expert. C'est-à-dire qu'il est tellement loin dans son domaine qu'il en oublie les préoccupations du débutant qui est au niveau 0 ou presque 0, quoi. Alors que si toi, tu étais un débutant il y a, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas te rappeler de ce que c'était que d'être un débutant. Et donc, tu vas être bien plus capable d'aider quelqu'un qui n'y connaît rien. Tu vas pouvoir lui parler avec ses mots. Tu vas pouvoir lui montrer de l'empathie, lui montrer que tu le comprends, que ses problèmes, contrairement à l'expert qui, lui, tu sais, il va utiliser du jargon, parce qu'il va faire des raccourcis, parce que il a tellement l'habitude, lui, il veut pas perdre son temps à tout expliquer depuis zéro à un débutant. Donc la malédiction de l'expert ou le syndrome de l'expert,
C'est quelque chose qui peut bloquer aussi. Et être un débutant, souvent, c'est un gros avantage en réalité, parce que tu peux parler à d'autres débutants et juste, tu vois, leur montrer le chemin. Te positionner pas comme un gourou qui sait tout, mais plus comme un éclaireur. C'est-à-dire, il y a un objectif qu'on se fixe ensemble. Par exemple, je sais pas, si tu prends l'exemple de la muscu, devenir très balèze. Eh ben, on va aller ensemble vers cet objectif. Moi, je suis pas encore arrivé au stade final. Je suis un petit peu avancé. J'ai commencé il y a peut-être 6 mois. Eh ben voilà, on va faire le chemin ensemble. Ceux qui sont au stade zéro, je vais pouvoir les inspirer, leur raconter mon histoire, documenter mon parcours, leur donner les conseils qui moi m'ont aidé. Tu vois, l'idée, c'est aussi de ne pas dire aux gens faites comme ça, mais dire aux gens voilà comment je fais et voilà en quoi ça m'aide. Personne peut te dire ce que tu dis est faux puisque tu l'as vécu. Ouais, exactement. Et quand tu donnes des conseils qui sont basés sur ta propre expérience, en fait, tu es la preuve que ça marche. La preuve, c'est assez simple de prouver parce que tu as juste à montrer. Euh, et voilà, c'est une très bonne approche et qui fonctionne très bien, surtout parce qu'elle repose sur l'authenticité. Et l'authenticité, c'est un vrai super pouvoir. Parce que si tu es un expert dans sa tour d'ivoire qui donne l'impression qu'il a tout compris à la vie et qui donne des leçons, en fait, les gens vont un peu être méprisants vis-à-vis de ça. Bon, sauf si vraiment le gourou a une autorité de fou, etc. Mais si tu sors de nulle part et que tu donnes des conseils de manière avec un peu de condescendance, les gens vont vraiment pas apprécier ça. Alors que si tu es humble et authentique, que tu cherches pas à te créer un personnage, mais que tu es juste toi-même, que tu t'exprimes comme tu t'exprimerais avec un ami, ça change complètement la donne et les gens adorent ça. Aujourd'hui, les gens sur Internet, il y a tellement de pingouins là qui essaient de se la péter à Dubaï avec leur Rolex, leur fausse Lamborghini, enfin, leur fausse Rolex et leur Lamborghini loué à la journée, tu vois, que quand tu vois quelqu'un qui parle comme il parlera à son pote, qui est juste lui-même, qui est normal, qui se la pète pas, qui aussi montre un peu ses vulnérabilités, qui n'hésite pas à parler de ses échecs, de ses faiblesses, ça a un charme. Et pour moi, c'est un vrai cheat code aujourd'hui dans le business de création de contenu. Si tu oses mettre ton ego de côté pour juste être toi-même sans prétendre être le meilleur, en réalité, ça marche bien mieux que fake it till you make it, qui est l'approche un peu. Et Je d'ailleurs, suis pas fan de ça, moi. ouais, même pour la vente. Et c'est vrai que beaucoup de gourous business sont convaincus que pour vendre des produits dans cette thématique, il faut avoir l'air d'avoir craqué le code depuis longtemps, d'avoir tout compris, d'être super riche, d'être super heureux, que tout aille bien. Mais en réalité, moi, par exemple, mes formations qui ont le mieux marché, souvent, c'est justement sur des domaines que je venais de découvrir, dans lesquels j'avais jamais été très bon, dans lesquels j'avais jamais été un expert. Et en fait, j'ai juste documenté cette découverte. J'ai dit, regardez ce que j'ai découvert, regardez comment je l'ai appliqué, regardez les résultats que j'ai eus. Et ça crée un truc dans la tête des gens, ça crée une confiance et un désir de te suivre qui est beaucoup plus fort que de simplement dire ok, ça c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai compris depuis 10 ans quoi. Ouais, c'est un peu le principe marketing show don't tell, où le fait de montrer, c'est beaucoup plus inspirant et beaucoup plus impactant émotionnellement que juste dire voilà, c'est comme ça la vie, quoi. Tu vois. Ouais. Comment tu choisis tes thématiques? Est-ce que c'est juste des trucs qui t'intéressent en ce moment, ou est-ce qu'il y a quand même une stratégie derrière, une étude de marché ou quelque chose comme ça? Alors, évidemment, ça va être un peu des deux, c'est-à-dire que si il y a un sujet qui m'attire, en fait, j'explore ma curiosité naturelle. S'il y a un sujet qui vraiment m'intéresse à fond, je vais y aller, je vais en parler. Et après, ça m'est arrivé aussi par le passé de parler de sujets aussi parce qu'il y avait un marché, parce qu'il y avait de la demande. Ouais, j'en ai plus grand-chose à faire aujourd'hui. Je parle de ce que je veux, honnêtement. Je m'en fous un peu. Mais je suis un peu un ancien maintenant. J'ai pas mal d'audience. J'ai plus besoin, si tu veux, de jouer avec les règles de l'algorithme, d'aller faire des recherches, des mots-clés qui marchent bien, comme je pouvais le faire à l'époque. Aujourd'hui, je peux me permettre de m'en foutre. Mais je trouve que quand tu explores ta curiosité sincère, c'est là que tu fais les meilleurs contenus de toute façon, parce que tu fais le contenu avec le cœur et tu le fais pas avec une intention calculatrice, juste voilà pour avoir un certain résultat, mais en réalité t'es pas vraiment animé par ce dont tu parles. Voilà, enfin pour compléter ce que je disais au début, j'ai exploré vraiment plein d'autres sujets, musculation, prise de notes. L'année dernière, par exemple, je t'expliquais un peu, mais l'année dernière, j'ai commencé à parler d'un truc complètement par hasard. C'est que j'ai eu une période de 1 ou 2 mois où en fait j'ai rien foutu, non pas parce que j'étais un branleur, mais parce que j'étais dans la procrastination déguisée. Je passais mes journées à bidouiller dans des applications de productivité, de to-do list, des trucs comme ça, pour créer, soi-disant, théoriquement, le système de productivité parfait. Et en réalité, je foutais rien, j'avançais pas. Et je me suis rendu compte à un moment de la mécanique inconsciente de ça. Et j'ai pété un câble, je me suis dit, allez, c'est bon, je désinstalle toutes ces applications qui me bouffent mon temps, qui servent à rien et qui font que me faire procrastiner mon vrai travail en réalité. Et je vais m'acheter un carnet et un stylo. Et je me suis donné l'objectif, comme ça, vraiment sur un coup de tête, ok, je vais inventer le meilleur système de productivité analogique sur papier, sans distraction, qui existe. Et
pendant 6 mois, j'ai fait plein de tests, j'ai un peu appris tout ce qu'il y avait à apprendre là-dessus. J'ai testé avec mes objectifs pour m'organiser dans mes journées. J'ai parlé de ça à des potes, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, tout ça. Pendant 6 mois, j'ai vraiment maturé ma méthode et au bout de 6 mois, j'en ai fait un produit qui a super bien marché, les gens ont kiffé. C'est la méthode Focus Book et où j'explique justement ma méthode de productivité papier. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient le même problème que moi j'avais à la base. C'est-à-dire cette espèce de méta-planification où tu passes plus de temps à planifier ton travail qu'à vraiment faire le travail et ça devient complètement absurde. Et tous ces outils de productivité, c'est plus de la productivité, c'est de la distraction, ce qui est complètement bizarre. C'est le comble, quoi. Mais ouais, je me suis rendu compte que le problème que j'avais, en fait, mon audience l'avait aussi. Une partie, en tout cas, de mon audience l'avait. Et quand c'est un problème que tu as toi, au moins tu sais que tu as mis le doigt sur un problème qui est réel. C'est pas ah tiens, ça pourrait être quoi mon prochain produit, qu'est-ce que les gens pourraient vouloir, et en fait, ça se trouve t'es complètement à côté de la plaque, t'en sais rien, et ça fait un flop. C'est un peu toi-même ton avatar client, c'est ça. Si tu dis Exactement. si j'ai ce problème-là en ce moment, je peux pas être le seul et donc je vais en parler quoi. Il y aura une audience pour ça. Ouais, l'avatar client c'est toi, et la manière la plus concise que j'ai de le résumer, c'est résous tes propres problèmes et puis vends la solution. En vrai, c'est un cheat code. Ça te supprime tellement de travail marketing. T'as pas besoin d'avoir d'avatar client. C'est toi l'avatar client. T'as pas besoin d'avoir, je sais pas, par exemple, la vision, c'est tes objectifs à toi, c'est la grande vision inspirante que tu partages à ton audience. Tu la partages aussi, donc t'as pas besoin d'aller créer artificiellement un positionnement marketing, puisque c'est juste être spontané et authentique. Ouais. Est-ce que tu arrives à emmener ton audience d'une thématique vers l'autre? Par exemple, si tu fais une formation sur la musculation et une formation sur la bourse, on peut imaginer que des gens s'intéressent à la musculation sans s'intéresser à la bourse. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là pendant que tu lances par exemple tes contenus ou ton programme sur la bourse? Je me pose pas trop cette question. Je pense que tu commences à te poser ces questions-là, enfin, ça n'a pas trop de sens. Après, moi, la manière dont je le vois, je vois chaque sujet duquel je parle comme un cercle, si tu veux. J'ai un schéma, je pourrais te l'envoyer si tu veux, tu feras le mettre au montage. Et en gros, chaque sujet, c'est un cercle, et certains vont se chevaucher les uns les autres. Et en réalité, tu peux te permettre d'avoir une thématique qui est comme une intersection de différents cercles. Et c'est pas grave si ça intéresse pas forcément tout le monde. Tu peux pas de façon, un sujet ne va jamais intéresser tout le monde, surtout quand tu as une audience assez large. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les algorithmes sont assez intelligents pour mettre sous les yeux des gens ce qui les intéresse. C'est-à-dire que si, je sais pas, demain tu vas faire une vidéo sur comment planter des tomates bio dans ton jardin, l'algorithme va peut-être pas la montrer à des gens qui vivent en ville, tu vois. Le concept d'abonné est un peu mort. T'as beau avoir, je sais pas, t'as 1 million d'abonnés, t'as des youtubeurs, ils ont 1 million d'abonnés, ils font 10 000 vues. Les abonnés sont complètement inactifs parce qu'en réalité aujourd'hui, les plateformes sont vraiment dominées par les algorithmes. Contrairement à quand toi et moi on s'est lancé, il y avait vraiment un truc où quand tu t'abonnais, t'allais vraiment voir les vidéos. L'algorithme allait te les montrer, elles allaient apparaître sur la page d'accueil. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc ça fonctionne plus de manière un peu, je sais pas, Oui, tu peux avoir en fonction du sujet de ta vidéo, ça va intéresser certains ne seront pas intéressés. Tu peux avoir des vidéos qui font 100 000 vues et la vidéo suivante qui va en faire 4 000. Il n'y a Ouais, pas vraiment de règles, alors qu'avant ça n'existait pas quoi. C'était toutes tes vidéos faisaient à peu près un nombre de vues similaire à leur lancement. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est depuis que TikTok est arrivé, ça a foutu un gros bordel. Ils ont complètement changé la manière dont les algorithmes fonctionnent, tout ça. Tout le monde les a un peu copiés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois tu fais même des vidéos sur des sujets qui ont plus rien à voir ou alors sur des expériences de vie. Tu vois, par exemple, quand tu as dû te faire ton chantier dentaire là récemment où tu as dû te faire arracher des dents et tout en Thaïlande. Ah, Je trouvais que la vidéo était super intéressante. ok. Ça a fait, je sais pas, peut-être 70 000 vues. Pourquoi tu fais ce genre de vidéo? Est-ce que c'est juste parce que pulsion d'envie de partage ou est-ce que tu te dis c'est cohérent avec ma ligne éditoriale d'une certaine façon? En fait, moi, je pars du principe que la niche, c'est moi-même. Ma niche, c'est Emilio Abril. Et à partir de là, je peux parler de ce que je veux. Si Emilio est intéressé par un sujet, bah, il y a de bonnes chances que ça intéresse au moins un segment de mon audience, tu vois, au moins un cercle. Parce que, en réalité, ton audience, c'est davantage des gens qui sont un peu comme toi psychologiquement, ils ont un peu le même profil, ils sont un peu dans ton délire. Ton audience, c'est pas juste des gens qui s'intéressent au même sujet que toi. C'est pas le dénominateur commun entre toi et ton audience, c'est pas le sujet, c'est plus la manière de penser, la philosophie, la mentalité. Et donc, moi, je m'autorise à parler de ce que je veux. Et comme je suis ma propre niche, je peux aussi raconter des choses personnelles. Quand j'ai parlé de ma dent, bon voilà, de mes dents, de ma parodontite que j'ai eu cette année, c'est aussi voilà parce que je me suis dit que ça pourrait faire un contenu un peu plus où tu es un peu plus proche avec ton audience, parler de choses un peu plus personnelles. De temps en temps, c'est pas mal. Alors, je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, parce que sinon, ton contenu se transforme un peu en télé-réalité, c'est pas trop le but. Mais de temps en temps, tu sais, ça peut resserrer un peu le lien avec tes abonnés, tu donnes des nouvelles. Tu sais, c'est comme quand t'as un pote que t'as pas vu depuis longtemps, ou
où tu suivais un créateur que t'aimes bien, il fait que des contenus techniques pendant 6 mois, et tout d'un coup, il fait une vidéo, il parle de sa vie. Tu sais, t'as toujours envie de cliquer. Et c'est pour ça que là, elle a fait plus de vues. T'aimes bien prendre des nouvelles des gens que t'apprécies. Et c'est ça, quand tu mets en avant ta personnalité sur Internet, les gens, ils te suivent parce qu'ils t'aiment bien, parce que tu pourrais être leur pote dans la vraie vie, parce que, ouais, ils aiment bien t'écouter parler, vous êtes un peu dans le même délire. Et c'est ça, en réalité, ce qui soude ton audience quand tu es un créateur authentique, en tout cas. Après, tu peux aussi avoir une approche expert, où tu vas vraiment faire du contenu pure valeur, je balance du... Il y en a qui sont très bons là-dedans, et qui se mettent pas trop en avant eux, mais je pense que même un expert qui est très pointu sur les connaissances qu'il partage, il gagnerait à parler un peu de lui de temps en temps, à mettre en avant des choses personnelles. Ça donne de l'émotion au message, ça humanise, et les gens adorent ça, quoi. Ok, bah écoute, moi ça me parle énormément. Merci beaucoup. Ouais. C'est quoi ton projet en ce moment que tu voudrais mettre en avant auprès de mon audience? Ouais, alors bon là en ce moment, j'ai publié une série de 4 vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le synthétiseur de connaissances, où j'explique un peu ce modèle-là. Donc il y a vraiment 4 vidéos complètes, je trouve que ça fait un peu plus de 1 heure et demie de vidéos où j'explique vraiment tout. Voilà, ou s'il y a des gens qui s'intéressent d'en savoir plus sur ce modèle-là, comment devenir un créateur qui n'a pas de thématique, qui explore sa curiosité, qui se laisse guider par son intuition. Voilà, vous pouvez la checker. Et j'ai aussi un autre gros projet, mais dont je parlerai pas parce que c'est pas encore suffisamment avancé, mais ça arrivera dans les prochains mois. Voilà. Ça marche, tu nous teases. Bon, on mettra ça dans la description. Merci beaucoup, Emilio. Et, Merci à toi, Antoine, c'était un plaisir. à la prochaine. À la prochaine. J'ai passé pas mal de temps ces derniers mois à consommer du contenu de créateurs qui m'inspirent pour essayer de définir ce que je voulais être pour ces prochaines années. En tant que créateur de contenu, j'ai été beaucoup inspiré par ce que m'a dit Emilio. Je me suis aussi replongé dans des contenus que j'avais arrêté de suivre, de créateurs qui pour certains ont arrêté, comme Autodisciple par exemple en France, qui était aussi un créateur qui ne s'était pas enfermé dans une thématique. Il y en a probablement qui vont se souvenir de qui c'est, il a arrêté YouTube il y a 6 ou 7 ans. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, j'ai repris contact avec lui, je vais essayer de le voir dans les prochaines semaines. Casey Neistat aussi, un vlogueur américain qui s'était pas enfermé dans une thématique et qui était passionnant. Un autre exemple plus récent, on a Ali Abdaal par exemple, un youtubeur britannique qui parle un peu de tous les sujets qui l'intéressent, qui fait aussi des résumés de livres, qui a des très bons résultats. Donc moi mon objectif maintenant c'est de me libérer de la thématique business. Ça veut pas dire que j'en parlerai plus, je continuerai à en parler, je continuerai à faire des formations aussi là-dessus. Ça veut simplement dire que ce sera plus le centre de ma thématique et que je me forcerai pas à faire des vidéos là-dessus. Je ferai des vidéos sur les sujets qui m'intéressent et tu vas me dire oui mais comment faire pour finalement se différencier, comment faire pour exister auprès d'une audience s'ils ne peuvent pas te mettre dans une case. Bah, c'est simple, en fait au lieu de choisir une niche, l'idée ça va être de se différencier par d'autres choses comme la philosophie, le style ou les formats. Ma philosophie tu la connais, c'est la liberté individuelle. Mon style, bon bah c'est mon style quoi, la sincérité dans le contenu que je te partage, mon amour des concepts, notamment des concepts qui peuvent changer ta vie, mon désir de les communiquer, de convaincre les gens autour de ça. Et puis mes formats, je suis en train d'explorer un petit peu tout ce que je peux faire. J'ai des très bons résultats avec les résumés, que ce soit les résumés de livres, mais je veux aussi pouvoir faire d'autres résumés, des résumés d'essais, des résumés d'articles par exemple. Évidemment, je vais continuer avec ça parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais aussi tester d'autres formats comme les défis que j'ai pas trop exploité sur ma chaîne YouTube. Par exemple, faire des défis 7 jours. J'ai déjà pas mal d'idées de défis que je pourrais tester. Les interviews, les vlogs. J'aimerais bien en reprendre notamment quand je vais partir en voyage. Je vais partir pour un tour du monde de 6 mois. J'ai vraiment hâte et je pense faire quelques vlogs pendant ce temps-là. Et puis les vidéos retour d'expérience qui ont tendance à bien marcher aussi. Ou par exemple comme la vidéo que j'ai faite sur pourquoi j'ai arrêté l'alcool, qui commence à bien décoller aussi dans l'algorithme. C'est, je pense, des vidéos dans lesquelles j'ai une place à prendre. Au sujet des formations, je pense faire 2 types de formations. Des formations sur des sujets de maîtrise, des sujets que je connais très bien, que j'ai déjà beaucoup exploité, que j'ai déjà beaucoup expérimenté. Donc là, ça tournera surtout autour du business en ligne, c'est quand même mon domaine d'expertise. Mais ça peut être aussi des sujets d'exploration, donc où je peux parler de relations, d'argent, même de sport, sans prendre un positionnement d'expert, mais plutôt en prenant le positionnement, comme on l'a dit, de grand frère. Et j'aimerais te proposer peut-être de me rejoindre dans cette aventure. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver ta thématique et que ça te bloque, ou alors si aujourd'hui tu as une thématique mais tu en as ras-le-bol de ta thématique, tu as envie de t'y échapper, et pourquoi pas faire le test. Voilà, pourquoi pas essayer de sortir de sa cage, faire le test avec moi dans ces prochains mois, de parler de tout ce qui t'intéresse, de tester de nouveaux formats. Et comme ça, tu pourras profiter de tout ce que j'apprends sur la route. Je vais documenter tout ça sur mon canal Telegram notamment. C'est ce que je fais au jour le jour. Je partage mes résultats, ce qui marche moins bien, les leçons que j'en tire, les outils que j'ai découverts, les formats que je découvre. Donc si tu as envie de me suivre dans cette aventure, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, me suivre sur Telegram
Et j'ai hâte de partager tout ça avec toi. Je pars dans 2 semaines là pour mon tour du monde. Je vais partir pour un tour du monde d'à peu près 6 mois. Ça va être fou, j'ai pas fait ça depuis 10 ans, tout simplement. Enfin, j'ai fait des voyages, mais pas des voyages aussi longs. Et je sais, voilà, c'est l'inconnu total. Je sais même pas où je vais aller, j'ai rien prévu, j'ai même pas pris mon billet encore. Tout va être en totale improvisation, en totale aventure, comme j'aime, tout simplement. On se retrouve dans la prochaine, sur mon canal Telegram. Ciao!